2025 marque un tournant pour les entreprises, les particuliers et les professionnels de l'immobilier. Entre nouvelles exonérations, suppression progressive de taxes et réformes impactantes, ces lois de finances introduisent des évolutions majeures. Alors, quelles sont les mesures à retenir? On fait le point en 2 minutes. Première rubrique, entreprises et professionnels, vers plus de simplification, mais pas sans contrepartie. Disparition progressive de la CVAE d'ici 2030, fin de l'auto-certification des logiciels de caisse, et réforme de TVA, baisse du plafond de franchise à 25 000 euros. Passons au social, des ajustements qui coûtent cher aux employeurs. Pas de deuxième journée de solidarité en 2025. Pour la prime de partage de la valeur, la PPV, des exonérations maintenues pour les bas salaires, mais un régime moins avantageux. Parmi les autres réformes, la baisse des allègements des cotisations sociales, baisse des exonérations pour les apprentis et la baisse des indemnités journalières maladie pour les salariés. Et enfin, mise en place d'un nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée pour faire face aux baisses d'activité. Passons aux transmissions et fiscalité, des opportunités à saisir. De nouveaux abattements pour les donations destinées à l'achat de la rénovation d'un bien immobilier. Cumul des abattements sur les donations, des présents d'usage toujours exonérés et certaines donations nécessitent désormais un passage obligatoire devant notaire. En ce qui concerne l'immobilier, des restrictions sur le LMNP. Le statut LMNP est maintenu, mais fin du double avantage fiscal sur l'amortissement. Baisse du seuil de franchise de TVA en para-hôtellerie dès juin 2025 et suppression de la réduction d'impôt pour frais comptables effective dès 2025. Et pour terminer, en ce qui concerne le domaine agricole, des mesures fiscales et sociales impactantes. Rehaussement du seuil de micro-BA pour les GAEC. Exonération partielle de la déduction pour épargne de précaution à hauteur de 30%. Exonération fiscale et sociale sous condition de la provision pour vaches. Un point sur les crédits d'impôt, aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values des cédants qui transmettent à des jeunes agriculteurs aidés, aménagement des dispositifs d'exonération en matière de transmission de terres, des modifications de l'exonération sur les taxes foncières non bâties et enfin un point sur les taxations de fioul. Vous souhaitez en savoir plus? Nos experts interviennent plus en détail sur chacun des sujets cités. Utilisez le chapitrage pour aller à la catégorie qui vous intéresse. Bonjour à toutes et à tous, je suis François Lebris, expert comptable au cabinet Comptacom. Je vais vous présenter une courte intervention sur les dispositions concernant les entreprises dans la loi de finances pour 2025. Première modification sur la CVAE, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises. C'est une taxe qui devait disparaître d'abord en 2024 puis en 2027 et puis finalement elle ne disparaîtra qu'en 2030 en application de la nouvelle loi de finances. On rappelle que cette taxe est payée par les entreprises qui réalisent plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Un abaissement progressif annuel des taux de calcul est prévu désormais jusqu'en 2029. Et pour compenser la diminution qui était prévue à l'origine avant 2025 sur 2025, il y aura une contribution exceptionnelle en 2025 pour rattraper l'écart. Donc disposition un petit peu technique puisqu'il était trop tard pour la revoter en loi de finances sous forme de modification. Donc la solution qui a été trouvée par le législateur, c'est d'ajouter une contribution exceptionnelle pour l'année 2025. Ensuite, les taux diminueront progressivement jusqu'à 2029 et la taxe, la CVAE, disparaîtra en 2030. Autre disposition, l'interdiction des logiciels de caisse auto-certifiés. Donc jusqu'à présent, les éditeurs de logiciels de caisse pouvaient auto-certifier leurs logiciels, mais désormais, afin de lutter contre la fraude à la TVA, il sera interdit pour les éditeurs des logiciels de caisse de auto-confirmer leur logiciel. Les éditeurs doivent donc obligatoirement obtenir un certificat d'un organisme agréé attestant que le logiciel respecte les conditions requises en matière d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données requises. Les logiciels de comptabilité pure et de gestion ne sont cependant pas concernés par cette mesure. Autre mesure qui a fait parler d'elle, la baisse drastique du plafond de la franchise en base de TVA. Donc, à partir du 1er mars 2025, les nouveaux plafonds seront de 25 000 euros pour un dépassement en N-1 et de 27 500 euros pour un dépassement en cours d'année, donc ceux pour la franchise de TVA des entreprises. On peut remarquer que ces dispositions concernent à la fois les activités de vente et de prestation de services. Concrètement, un entrepreneur qui aura dépassé 25 000 euros de recettes en 2024 est redevable de la TVA à compter du 1er mars 2025. Cependant,
devant les réactions qu'a provoquées cette mesure, celle-ci a été suspendue jusqu'au 1er juin 2025. En revanche, il est fort probable qu'à cette date, la mesure s'applique. Donc il faudra bien entendu être vigilant par rapport à ces dépassements de seuil, puisque le seuil étant dépassé, il conviendra de payer la TVA. Autre nouvelle disposition qui concerne plutôt le formalisme et qui ne change pas grand-chose sur le fond. Les artisans du bâtiment qui font des chantiers qui sont éligibles à la TVA à taux réduit à 10% ou à 5,5 devront désormais indiquer que les travaux sont éligibles à ces taux réduits sur la facture ou dans le devis, et il n'y aura plus besoin de l'attestation qui jusqu'à présent devait être signée par le client. Je vous remercie de votre attention et bien entendu nous restons à votre disposition chez Contacom pour répondre à toutes vos questions sur ces sujets. Prime de partage de la valeur, cotisation patronale, apprentissage. 2025 bouscule les règles du jeu pour votre entreprise. Découvrez tout ce que vous réserve la loi de finances côté social. Et surtout, comment anticiper les nouvelles charges qui vous attendent. L'attente de la loi de finances durant ces derniers mois avait laissé en suspens plusieurs points qui restaient dans l'attente de confirmation. C'est chose faite aujourd'hui avec nos 2 lois de finances. Tout d'abord, la journée de solidarité. Au fil des derniers mois, nous avons souvent entendu parler de l'instauration d'une 2e journée de solidarité. La loi de finances de la sécurité sociale a mis fin au débat au mois de février, n'a finalement pas institué une 2e journée de solidarité. Venait également la question de la reconduction de dispositifs temporaires d'exonération fiscale et sociale, tels que les pourboires et la prise en charge des frais de transport en public. S'agissant premièrement des pourboires, jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle et dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC. Pour la question de la prise en charge des frais de transport en public, s'agissant des trajets domicile-lieu de travail, la mesure mise en œuvre les années passées est reconduite pour 2025. La prise en charge de l'employeur est désormais exonérée jusqu'à 75% du prix de l'abonnement. Les ZFRR. Que sont les zones France Ruralité Revitalisation? Peut-être êtes-vous concerné. Les entreprises qui s'implantent sur ces zones, qui sont des territoires ruraux fragiles, peuvent bénéficier d'exonérations fiscales et sociales. Pour l'année 2025, et ce jusqu'au 31 décembre 2027, la liste de ces communes a été mise à jour. Les entreprises de moins de 50 salariés, implantées dans l'une des communes listées, continuent d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations patronales propres aux ZFRR pour l'embauche d'un salarié, qu'il soit en CDI ou en CDD d'au moins 12 mois. À partir de janvier 2025, une réforme importante concernant les allègements généraux de cotisations patronales entre en vigueur. Cette réforme vise également à réduire les coûts pour l'État tout en favorisant la progression des salaires. Le plafond d'éligibilité de ces dispositifs de réduction est abaissé. Pour la cotisation patronale d'assurance maladie, le plafond passe de 2,5 SMIC à 2,25 SMIC et celui pour les allocations familiales passe de 3,5 SMIC à 3,3 SMIC. Si les décrets d'application pour savoir quel taux du SMIC retiendra le gouvernement n'ont pas été édités, nous vous présentons 2 exemples avec un calcul de SMIC à 11,88, SMIC en vigueur au 1er janvier 2025. Pour le calcul des cotisations patronales d'allocation familiale, prenons le cas d'un salarié qui perçoit 4 060 € bruts par mois. Avant la réforme, l'entreprise devait cotiser à un taux de 7%, soit 284,20 € de cotisation, puisque le salaire du salarié ne dépasse pas 2,5 SMIC. Après la réforme, l'entreprise devra cotiser à 13%, soit 527,80 € de cotisation, puisque le salaire du salarié dépasse les 2,25 SMIC, ce qui représente 243,60 € de supplément par mois pour l'employeur. La prime de partage de la valeur. Nous la connaissons déjà depuis plusieurs années, même si son intitulé a pu évoluer. Pour rappel, il s'agit d'une prime collective qui est facultative. Elle est versée dans la limite de 3 000 € par an et par salarié, ou 6 000 € en cas d'accord d'intéressement présent dans l'entreprise. Cette prime est exonérée de toute cotisation sociale et d'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 SMIC bruts. Ce qui change en 2025.
La loi de finances de la sécurité sociale remet en cause le régime de faveur de la prime de partage de la valeur tel qu'on le connaît depuis de nombreuses années. La prime de partage de la valeur, dite PPV, est désormais intégrée dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, communément appelée réduction Fillon. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? La PPV s'ajoute désormais au salaire mensuel pour déterminer la base de calcul des exonérations. Dès lors, si vos salariés perçoivent entre 1 et 1,6 SMIC, vous êtes particulièrement concerné. Cette évolution peut entraîner un surcoût pour l'entreprise selon le montant de la prime et les salaires perçus par vos salariés. Le versement de la prime de partage de la valeur n'est désormais plus neutre. Voici un exemple permettant d'illustrer ces propos. À lecture de ces deux bulletins de salaire, on constate pour le versement d'une même prime une diminution en 2025 des exonérations patronales, parmi lesquelles notamment la réduction Fillon. Pour une prime de 800 € versée, les exonérations patronales ont diminué de 426 €. Dans cet exemple, la PPV versée en 2025 n'est plus neutre. Elle vous coûtera finalement 50% de plus qu'en 2024. Sont impactés par ces réductions de charges patronales seulement les salaires entre 1 et 1,6 SMIC, puisque les salaires supérieurs étaient déjà exclus du dispositif d'exonération patronale dans le texte de la loi tel qu'on le connaissait. Face à ce constat, une question se pose. Quel dispositif pourrait être aujourd'hui neutre pour les entreprises et permet de partager les résultats de celles-ci? L'intéressement, avec son régime fiscal et social avantageux, qui a été auparavant mis de côté, notamment ces dernières années face à la PPV, retrouvera-t-il tout son intérêt auprès des employeurs? Nous en sommes convaincus et pour cela, nous pouvons vous accompagner. À partir de mars 2025, une réforme importante concernant les exonérations de cotisations sociales pour les apprentis et les aides à l'apprentissage entre en vigueur. Cette réforme vise à réduire les coûts pour l'État, mais quelles répercussions aura-t-elle pour les apprentis embauchés à partir de cette date? Ils verront leurs exonérations de cotisations et contributions sociales réduites, puisque la limite d'exonération passe de 79% à 50% du SMIC. Les apprentis rémunérés au-delà de 50% du SMIC verront donc leur salaire net diminuer. Concernant les aides versées pour les contrats d'apprentissage, elles sont réduites. Ainsi, le montant de l'aide passe de 6 000 € à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 6 000 € à 2 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés, exception faite pour les apprentis en situation de handicap. L'activité partielle de longue durée rebond. Le gouvernement réactive cette année l'activité partielle de longue durée avec une version adaptée, l'APLD rebond, qui vise à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises en difficulté. L'activité partielle de longue durée est temporaire et est destinée à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dont les entreprises sont confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Comme l'activité partielle de droit commun, l'APLD rebond permet à l'entreprise de réduire l'horaire de travail de ses salariés en leur versant une indemnité moins élevée que leur salaire habituel et de percevoir sous forme d'allocation par l'État un remboursement partiel de cette indemnité. Ce dispositif est applicable dès le 1er mars 2025 et ce jusqu'au 28 février 2026, au plus tard, après publication des décrets d'application. Ce dispositif se met en place par un accord collectif au niveau de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ou encore dans le cadre d'un accord de branche étendu par un document unilatéral. Accord ou décision unilatérale doivent être transmis à l'administration pour validation ou homologation. Dans ce dispositif, l'indemnisation est plus avantageuse que l'activité partielle de droit commun. L'accent doit être mis sur la formation professionnelle des salariés, l'accord collectif devant aussi prévoir des engagements spécifiques, notamment pour le maintien de l'emploi. L'APLD rebond présente des conditions plus favorables que l'activité partielle de droit commun. Ses modalités d'application, le taux de l'indemnité salariée, de l'allocation employeur, ainsi que le volume maximum d'heures pouvant être chômées par les salariés, seront précisés par décret. Selon le ministère du Travail, le reste à charge pour l'employeur devrait être de 15%, alors qu'il est aujourd'hui de 54% dans le cadre de l'activité partielle de droit commun. Le volume d'heures chômées devrait quant à lui être plus limité, comme dans le cadre de l'APLD, à 40%.
On peut penser que cette limite s'appréciera par salarié sur la durée de l'accord, ce qui permettrait d'alterner avec des périodes de réduction faible ou nulle et des périodes de forte réduction d'activité, pouvant également aller jusqu'à la suspension temporaire de celle-ci. Nos collaborateurs du service social sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif. À partir du 1er avril 2025, une réforme importante concernant les indemnités journalières de sécurité sociale entre en vigueur. Cette réforme, prévue par le décret, abaisse le plafond des indemnités journalières de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC pour les nouveaux arrêts de travail maladie. Quelles répercussions entraînera cette mesure? Pour les salariés, qui ne bénéficient pas d'un complément employeur, leurs indemnités journalières seront diminuées. Pour les employeurs, ils devront compenser la baisse des indemnités journalières pour garantir le maintien de salaire. Les cotisations de prévoyance augmenteront également, puisque les régimes de prévoyance devront prendre en charge une part plus importante des compléments de salaire. La charge financière pour les entreprises sera donc alourdie. Voici un exemple chiffré pour une salariée en arrêt de travail. La salariée Marie perçoit 3 000 € de salaire et a le droit à un maintien de salaire à 100% par son employeur pendant son arrêt maladie. L'entreprise doit donc compenser la différence entre le salaire de Marie et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Ce maintien est actuellement de 1 621,92 €. À partir d'avril 2025, l'entreprise devra verser la somme de 1 955,90 € pour le même salaire. L'entreprise versera donc 334,07 € de plus pour maintenir le salaire de sa salariée. Merci de nous avoir écoutés. Le service social se tient à votre disposition Pour répondre à l'ensemble de vos questions. et pour vous accompagner face à ces nouveaux changements. À bientôt. bientôt. Bonjour, je suis Frédéric Baron, associé du réseau Contacom, et je m'occupe de la société Numios qui traite de la partie conseil en gestion de patrimoine. Vous souhaitez aider vos proches tout en optimisant votre fiscalité? Bonne nouvelle, en 2025, vous pouvez profiter de nouvelles exonérations pour les dons destinés à l'achat ou à la rénovation énergétique d'une résidence principale. Découvrons tout cela en détail. Donc cette année, nous allons pouvoir étudier et faire un focus sur l'exonération des droits de mutation des dons pour l'achat d'une résidence principale. Donc cet article de loi de la loi de finances, c'est l'article 790A bis du CGI. Donc celui-ci, il ne faut pas le confondre avec l'abattement de droit commun de 100 000 € entre parents et enfants que l'on peut avoir par habitude. Celui-ci, c'est l'article 779 du CGI. Les dons familiaux d'argent sont exonérés de droits de mutation s'ils sont destinés à l'achat ou à la construction d'une résidence principale, ainsi qu'aux travaux de rénovation énergétique du bien. Cette exonération est plafonnée à 100 000 € par donateur et 300 000 € par donataire, à condition de conserver le bien pendant au moins 5 ans. Donc cette mesure est applicable aux sommes versées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026. Donc cette slide elle apporte plusieurs commentaires sur cette présentation. Ici, il n'est pas forcément précisé qu'il s'agit de la première résidence principale. Donc concrètement, vous pouvez très bien avoir une résidence principale et construire sur une nouvelle résidence principale, eh bien le texte s'applique. Autre chose, quand on dit 100 000 € par donateur, donateur c'est la personne qui donne, et 300 000 € par donataire, c'est la personne qui reçoit. Donc concrètement, un exemple, un parent 1 donne 100 000 €, un parent 2 donne 100 000 € et un grand-parent donne 100 000 €. Donc du coup, le donateur reçoit bien les 300 000 €. Et cette mesure est donc applicable aux sommes versées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026. Donc on pourrait considérer qu'on a le temps pour pouvoir appliquer ce dispositif. Maintenant, il faut comprendre que c'est la construction d'une résidence principale, et donc du coup, ça prend un certain temps sur tout ce qui va être obtention de permis de construire, plan d'architecte maison. Donc finalement, les délais sont relativement courts. Donc ce dispositif est à prendre en compte dès que possible. Alors, ce dispositif, pour pouvoir en bénéficier de cette exonération, le don doit avoir été fait soit par votre mère ou votre père, votre grand-mère ou votre grand-père, votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-père, ou alors votre tante ou votre oncle, mais à certaines conditions. C'est que ceci n'est aucun descendant, enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant. Donc dans ce cadre, seuls les enfants des frères et sœurs du donateur sont considérés comme neveux ou nièces. Donc, par rapport à ce dispositif, vous devez utiliser l'argent reçu au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement. Donc, soit pour l'acquisition du bien immobilier neuf ou en l'état futur d'achèvement, ce qu'on appelle le VFA en général,
ou alors réaliser les travaux de rénovation énergétique. Donc, concernant l'acquisition du bien immobilier, le donataire doit utiliser les fonds pour acheter un logement neuf ou en construction. Et concernant les travaux de rénovation énergétique, les fonds doivent être utilisés pour financer des travaux éligibles à MaPrimeRénov', réalisés dans le logement dont le donataire est propriétaire et qui l'affecte à son habitation principale. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération? Eh bien, il faut conserver le bien en résidence principale ou le louer à usage d'habitation principale pendant 5 ans. Et il n'y a pas d'exonération si un crédit d'impôt ou une déduction de charges a déjà été accordé pour ces dépenses. Je vais désormais vous parler d'une autre donation, entre guillemets, qui s'appelle le don d'argent. Donc les dons d'argent, c'est une donation qui est possible à un membre de la famille avec abattement sur les droits de succession. On a le droit de donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans, sans droit de donation. Donc concrètement, vous devez respecter plusieurs conditions pour bénéficier de l'exonération. Là, on est dans le cadre de l'article 790G du CG. Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans le jour de la donation. Le donataire doit être majeur ou émancipé au jour de la transmission. Et le don d'argent doit être réalisé en pleine propriété. Comme autre dispositif, nous avons également les abattements de droit commun sur les donations. Donc concrètement, une donation, c'est quoi? C'est un acte par lequel une personne, donc le donateur, celui qui donne, transfère de son vivant la propriété d'un bien à la personne de son choix, qui est donc le donataire, celui qui reçoit. Une donation doit porter sur des biens acquis par le donateur au moment de la donation, et les donations peuvent porter sur soit des biens mobiliers, c'est-à-dire meubles, véhicules, tableaux, argent, ou alors des biens immobiliers, c'est-à-dire maisons, appartements, terrains. Les donations peuvent être réalisées en pleine propriété ou en démembrement de propriété. C'est là où on va retrouver les notions de usufruit, nue propriété. Je vais évoquer maintenant un autre sujet qui est le présent d'usage. Donc concrètement, ça concerne les cadeaux offerts pour une occasion spéciale, donc anniversaire, mariage, Noël. Donc ces présents d'usage sont non considérés comme une donation, donc il n'y a pas de déclaration requise. Donc pour être un présent d'usage, le cadeau doit respecter certaines conditions. Ils peuvent être offerts lors d'une occasion particulière, anniversaire, mariage, fête religieuse, et avoir une valeur raisonnable au regard de votre patrimoine et de vos revenus. Concrètement, quelqu'un qui a un patrimoine d'environ 1 million d'euros, et ça peut aller vite, entre guillemets, avec une résidence principale qui est finie d'être payée, qu'on va retrouver l'île de Ré, souvent c'est la référence, ou en bord de côte, et qu'il y a une entreprise professionnelle et qu'on est en fin de vie professionnelle au niveau du travail, eh bien, on peut vite arriver à un patrimoine estimé de 1 million d'euros. Et bien, concrètement, 1 ou 2% de ce patrimoine-là, eh bien, on peut le valoriser à environ 10 000 €. Et donc là, concrètement, la valeur du présent d'usage, eu égard au patrimoine de la personne, eh bien, ce présent d'usage n'est pas considéré comme une donation. Donc, voilà comment il faut raisonner par rapport au présent d'usage. Mais en général, on va conseiller que ces 1-2% ne dépassent pas 5 000 € à l'année. Puisqu'on est en train de parler des actes de donation, il y a des donations qui doivent être réalisées par acte notarié. Donc, contrairement au don manuel, le recours à un notaire est obligatoire pour certaines donations. Donc, la loi prévoit qu'un notaire doit intervenir dans les cas suivants. Donation d'immobilier, donation entre époux, donation partage. Je rentre un peu plus dans le détail. En ce qui concerne les donations d'immeubles et les droits immobiliers, ça concerne les terrains et les bâtiments, par exemple. En ce qui concerne les donations entre époux, là, il s'agit de la donation au dernier vivant. Ça permet d'augmenter la part d'héritage du conjoint. Et en ce qui concerne la donation partage, ça permet d'anticiper une succession en organisant la transmission partielle ou totale de son patrimoine. Donc, conseil important. Sur le plan civil, en présence de plusieurs enfants, il est préférable de recourir à une donation partage de sommes d'argent afin de figer les valeurs données au jour de la donation et de ne pas être soumis à la règle du rapport civil des donations. Maintenant qu'on a traité ces plusieurs dispositifs qui existent en termes de dons, d'argent et d'abattement fiscal de droit commun, comment s'y retrouver? Eh bien, là, j'ai fait 2 exemples avec, par exemple, le cumul des abattements parents-enfants. Eh bien, concrètement, un parent de moins de 80 ans, sans donation antérieure, peut transmettre jusqu'à 231 865 € sans fiscalité. Donc, on applique le dispositif de 100 000 € l'abattement temporaire. Ensuite, on applique les 31 865 € pour don de somme d'argent. Et on applique les 100 000 € d'abattement de droit commun. Donc, voilà ce que l'on peut dire par rapport au cumul des abattements parents-enfants. Donc, souvent, les gens vont
pas se considérer concernés par ce dispositif parce qu'on voit 231 865 € par parent. Néanmoins, ça, c'est le plafond maximum. Donc, je serais tenté de dire, lorsqu'il y a 10, 20, 30 000 €, eh bien, il est quand même pertinent de s'intéresser à ces différents dispositifs et de se dire lequel dispositif j'applique en premier. Donc là, concrètement, si on est toujours dans le cadre de la construction d'une résidence principale, eh bien, l'objectif, c'est d'utiliser l'abattement temporaire de 100 000 €. Si toutefois on n'est pas dans ce cadre-là, eh bien, il faut d'abord utiliser l'abattement pour don de somme d'argent. J'ai parfois vu des déclarations où, par exemple, il y avait 20 000 € de transmis, de données. Eh bien, du coup, le donataire, donc souvent c'est l'enfant qui fait la déclaration, eh bien, au lieu d'appliquer l'article 790G du CGI, c'est-à-dire l'abattement spécifique au don de somme d'argent de 31 865 €, ils ont coché la case article 779 du CGI, c'est-à-dire imputation sur l'abattement de droit commun. Donc là, entre guillemets, on peut considérer que c'est une erreur parce que ça diminue en cas de succession, eh bien, sa base fiscale d'abattement. Et donc là, c'est dommage. Et là, je fais un autre exemple avec le cumul des abattements grands-parents, petits-enfants. Donc concrètement, un grand-parent de moins de 80 ans sans donation antérieure peut transmettre jusqu'à 163 730 € sans fiscalité. 100 000 € au titre de l'abattement temporaire, 31 865 € pour don de somme d'argent et 31 865 € pour les abattements de droit commun. Eh bien, je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que vous êtes tous là, car le sujet était technique, mais néanmoins très intéressant. Et de plus, on voit que c'est un dispositif qui est temporaire dans le temps. Donc, autant en avoir connaissance et travailler le sujet. Comment travailler le sujet? Eh bien, n'hésitez pas à venir avec Numios, qui est, je vous le rappelle, une société du réseau Contacom, et on vous accompagne dans toutes vos problématiques patrimoniales. Concrètement, comment rentrer en relation avec nous? Eh bien, passez par votre collaborateur du réseau d'expertise comptable Contacom que vous avez au quotidien ou par votre expert comptable. Et ensuite, je me permettrai de rentrer en relation avec vous pour évoquer tous vos besoins et travailler ensemble. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, les règles du jeu vont changer énormément concernant les meublés en 2025. Découvrez avec nous aujourd'hui quels sont les changements qui vont impacter votre fiscalité, comment anticiper ces changements et comment surtout nous allons pouvoir vous accompagner pour optimiser ensemble votre patrimoine immobilier. Alors, on a beaucoup entendu parler d'amortissement dans le cadre de la loi de finances 2025 et effectivement, c'est un changement majeur, mais pas une réforme. Pourquoi? Tout simplement parce que le statut LMNP aujourd'hui il est maintenu. Les LMNP gardent ce statut LMNP. On peut continuer à amortir un bien en LMNP. On continue également à bénéficier des exonérations pour durée de détention. Donc sur cet aspect-là, le statut LMNP ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est la fin du double avantage. Jusqu'à maintenant, les LMNP bénéficiaient d'un double avantage. D'un côté, on pouvait amortir le bien pendant toute la durée de détention du bien. Et pour autant, ces amortissements n'étaient pas pris en compte dans le calcul des plus-values. Et c'est ce qui faisait effectivement que le LMNP était une niche fiscale. On avait ce double avantage. Ce double avantage, il existait uniquement pour les LMNP, parce que pour rappel, pour les LMP ou pour les SI ou pour tout ce qui est format société, dans le calcul des plus-values, les amortissements étaient déjà réintégrés. Donc cette exception qui était faite pour les LMNP, elle est finie. Pour autant, on reste sur une plus-value des particuliers. Donc ça reste quand même le même régime. C'est juste qu'au niveau des amortissements, le notaire devra réintégrer ces amortissements dans le calcul de la plus-value. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs derrière. Alors comment ça va fonctionner? Effectivement, ce sont toujours les notaires qui continueront à appeler et à taxer cette plus-value. Donc c'est ce qui fera la différence entre les LMNP et toutes les autres formats de société. Ce n'est pas le comptable qui calculera ou qui taxera la plus-value, en tout cas, ce sera bien le notaire. Donc le notaire, au moment d'une vente, ou le client, ils devront se rapprocher du comptable afin de connaître le montant des amortissements à réintégrer dans le calcul de la plus-value. Et attention, parce que ça c'est une question qui nous vient assez régulièrement, seuls les amortissements consommés seront pris en compte. Effectivement, quand on amortit un bien, il y a une partie des amortissements qui vont en réserve. Ces amortissements, ils ne servent à rien, ils ne sont pas consommés. Bien évidemment, ils ne seront pas réintégrés dans le calcul de la plus-value au moment de la vente. Donc on va bien payer des impôts, quelque part, sur les amortissements qui nous ont permis de ne pas en payer lors de l'exploitation du bien. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, lors de la revente d'un bien, même si ce bien, au moment où il est vendu, il n'est plus en location meublée,
le notaire devra remonter l'historique des amortissements qui ont été pratiqués depuis son acquisition, même si effectivement la période de location meublée, elle remonte à 5 ou 6 ans. Il y a quelques biens qui échapperont à cette règle. Lesquels? Tout d'abord, les résidences étudiantes ou les EHPAD, qui sont gérés par un gestionnaire et pour lequel le propriétaire a un bail commercial. Ces biens-là échappent à la réintégration des amortissements. De la même façon, tout ce qui est sorti d'actifs sans cession à titre onéreux ne sera pas immédiatement taxé. Donc un retour dans le patrimoine personnel ne sera pas immédiatement taxé. Par contre, effectivement, si ce bien est vendu 5 ou 6 ans plus tard, là, au moment de la revente, il faudra réintégrer les amortissements, mais il n'y aura pas de taxation immédiate. De la même façon, les donations ou les successions, elles ne seront jamais taxées puisqu'il n'y a pas de réintégration des amortissements dans le calcul des successions ou des droits de succession. De la même façon, si vous mettez fin à votre activité de location meublée pour reprendre votre bien, soit pour en faire votre résidence principale, soit si vous le vendez pour acquérir la résidence principale, dans ces deux cas-là, la plus-value est complètement exonérée puisqu'on est sur une fiscalité de résidence principale. Voyons maintenant quelles conséquences ça va avoir techniquement. Imaginons un bien qui génère 10 000 euros de loyer et 3 000 euros de charges. Je vais me retrouver avec un résultat imposable de 7 000 euros. Sans amortissement, ce résultat va être immédiatement taxé selon ma TMI et la CSG, et donc entre 62,2% et 17,2% si je ne suis pas imposable. Ce qui fait que ça fera une taxation de 4 354 euros si je suis sur une TMI de 45 ou 1 204 euros si je suis uniquement imposable à la CSG. Avec les amortissements, dans le cadre de ce même bien, je vais pouvoir amortir à hauteur de 7 000 et j'aurai un résultat de 0 pendant toute la durée d'exploitation du bien. Par contre, effectivement, ces 7 000 euros vont être réintégrés lors de la revente. Et là, pour le coup, ils seront taxés selon les plus-values des particuliers, donc à 36,2%. Et puis au fur et à mesure des années, avec les exonérations pour durée de détention, 0 euros. Ce qui fait que finalement, ce même bien amorti va me générer entre 2 534 euros et 0 euros. Donc on voit bien par cet exemple qu'effectivement, on est sur un report de la taxation et avec un report qui généralement va induire une taxation beaucoup plus faible que celle que j'aurais eue initialement. Donc effectivement, on perd ce double avantage de la location meublée avec des amortissements qui ne seront jamais réintégrés. Pour autant, on garde un réel avantage puisque pendant toute la durée d'exploitation du bien, on aura 0 euros d'imposition et quelque part, ces amortissements qui m'ont permis de ne pas payer d'impôts seront réintégrés à la fin avec une taxation qui sera généralement beaucoup plus faible, voire complètement nulle si j'attends les 30 ans de durée de détention. En résumé, la déduction des amortissements, elle offre toujours un avantage immédiat puisque ça permet de ne pas payer d'impôts et donc en termes de trésorerie, ça laisse de la trésorerie immédiatement disponible. La taxation ne sera que partielle puisqu'il y aura des exonérations pour durée de détention et elle n'interviendra qu'au moment de la revente des biens. Donc aujourd'hui, les meilleures stratégies adoptées, c'est certainement d'adopter une stratégie à long terme, d'aller chercher les exonérations pour durée de détention les plus longues possibles. Il y a également une stratégie qui consiste à transmettre à ses proches, puisqu'on l'a vu, les donations ou les successions ne seront pas taxées, ou en tout cas, il n'y aura pas de réintégration des amortissements. Et il y a une troisième stratégie qui effectivement consiste à devenir un loueur en meublé professionnel, parce que là, les amortissements sont également réintégrés, mais avec une fiscalité professionnelle qui, dans certains cas, peut être certainement plus avantageuse. Alors, deuxième changement majeur concernant la loi de finances 2025, c'est sur la para-hôtellerie. Pour rappel, une activité considérée comme para-hôtelière lorsque l'exploitant offre le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison ou la réception même non personnalisée. Et ces services doivent être fournis dans des conditions qui sont similaires à l'activité hôtelière. Et donc, depuis de nombreuses années, l'administration fiscale avait une vision très restrictive de la para-hôtellerie et donc elle imposait que ces prestations soient réellement fournies. Alors, on a constaté au fur et à mesure des années un assouplissement progressif puisqu'effectivement, on est passé d'une vision très restrictive de l'administration fiscale à une position un petit peu plus souple où en fait le loueur devait se donner les moyens de proposer les prestations. Donc les prestations n'étaient pas obligatoires, elles pouvaient même être facturées. Il suffisait que le gestionnaire, le propriétaire plutôt, se donne les moyens de proposer ces prestations. Et dernier rebondissement en date du 7 août 2024, où là en fait le BOFIP apporte une précision en disant qu'à partir du moment où les séjours durent moins d'une semaine, il n'est plus nécessaire de faire un ménage en cours de séjour.
Donc aujourd'hui, pour les séjours de moins d'une semaine, l'accueil même dématérialisé, le ménage en début de séjour et les draps en début de séjour suffisent à considérer que l'activité est para-hôtelière. Quelles conséquences ça a? C'est qu'aujourd'hui, tous nos loueurs meublés qui font du court séjour se retrouvent nécessairement considérés comme para-hoteliers à partir du moment où effectivement les séjours durent moins d'une semaine. C'est un changement majeur, mais la franchise de TVA à l'époque était à 91 900 €, ce qui fait que finalement très peu de clients étaient considérés ou étaient concernés plus exactement par ce critère de para-hôtellerie, puisqu'ils étaient tous généralement en dessous du seuil de franchise de TVA. Et c'est là où la loi de finances 2025 apporte un changement majeur, puisque effectivement, il y a eu un vrai débat autour de la TVA, et à compter du 1er juin 2025, le seuil de franchise de TVA va baisser à 25 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les loueurs qui font du Airbnb ou de la courte durée, à partir du moment où sur 2024, ils ont fait plus de 25 000 € de chiffre d'affaires saisonnier, ils vont être assujettis à TVA dès le 1er juin 2025. Inversement, ceux qui, pour 2024, avaient un chiffre d'affaires saisonnier inférieur à 25 000 €, eux, ils seront assujettis sur 2025 dès le premier jour de dépassement des seuils, donc de 27 500 €. La conséquence, c'est que les loyers vont devoir être facturés avec une TVA à 10%. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les propriétaires vont devoir faire apparaître une TVA de 10% sur leur loyer. Donc, sauf à augmenter les loyers de 10%, c'est une perte de marge. Inversement, par contre, toutes les charges feront l'objet d'une TVA déductible. Et d'ailleurs, pour certains propriétaires, ça peut être une aubaine, puisqu'effectivement, il y aura la possibilité de récupérer la TVA sur les immobilisations ou les travaux qui ont été faits initialement lors de l'acquisition du bien pour les 20e d'année restants. Le gouvernement avait prévu initialement de reporter la décision au 1er juin. Finalement, la décision est validée et donc l'application est bien fixée au 1er juin 2025. Et donc là, on va communiquer auprès de tous les clients concernés pour leur expliquer comment on va les accompagner et quelles seront les conséquences les impactant directement. Alors, dernier changement concernant la loi de finances 2025, c'est la disparition de la réduction d'impôt pour frais de compta. Jusqu'à aujourd'hui, les clients investisseurs LMNP pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur des 2/3 des honoraires de comptabilité et de frais de gestion. Et cette réduction d'impôt, elle était plafonnée à 915 €. L'administration, en fait, a purement et simplement abrogé la réduction d'impôt. Alors, initialement, il y avait un amendement qui proposait en fait de repousser la suppression de cet avantage au 1er janvier 2027. Finalement, la suppression, elle prendra effet dès maintenant, donc à compter des revenus 2025, donc qui seront déclarés en 2026. Alors, pour autant, les honoraires comptables, même s'ils ne bénéficient plus de la réduction d'impôt, il reste une charge déductible. Donc, on continuera effectivement à déduire les honoraires comptables comme une charge. Et pour rappel, tout ce qui est charge déductible permet de réduire le résultat, de consommer moins d'amortissement. Et donc, finalement, c'est moins d'amortissement réintégré lors du calcul de la plus-value. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. J'espère que ces explications vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Épargne de précaution, exonération des plus-values, nouvelles aides aux jeunes agriculteurs. 2025 apporte des changements majeurs pour le monde agricole. Découvrez comment tirer profit des nouveautés pour sécuriser votre activité et vos revenus dès maintenant. Je vais vous présenter les principales mesures de la loi de finances agricoles pour 2025. Pour rappel, les mesures adoptées font suite aux propositions du gouvernement lors des manifestations du début de l'année 2024. Elles ont pour but de compenser la hausse des revenus artificiels liés à l'inflation, de tenir compte des aléas climatiques subis et de favoriser bien sûr la transmission des exploitations et notamment aux jeunes générations. Une première mesure porte sur une régularisation de la loi de finances 2024 car lors du passage du seuil du micro-BA à 120 000 €, il y a eu une petite coquille dans le texte, un oubli, de la multiplication par 4 pour les GAEC. C'est maintenant fait et avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, vous trouverez ci-joint les seuils applicables, donc avec 480 000 € pour les GAEC à plus de 4 associés. Les deux points suivants sont eux des améliorations de la loi antérieure. Le premier traite de la déduction pour épargne de précaution. Une exonération fiscale et sociale à hauteur de 30% est maintenant possible lorsque la réintégration a lieu lors de l'exercice ou de l'exercice N+1
de la survenance d'un aléa climatique, naturel ou sanitaire. Il faut que le risque soit couvert par le FMSE, l'assurance récolte ou l'indemnité de solidarité nationale ou encore les calamités agricoles pour pouvoir être admissible. Cette mesure est applicable dès les bilans clôturant en 2024 sur des DEP antérieurs à 2024. La question reste ouverte cependant pour savoir si seuls les aléas 2024 sont concernés ou ceux de 2023 aussi. Cette exonération est plafonnée à 50 000 €, mais les 50 000 € sont-ils le montant global de la DEP ou des 30 %? On n'a pas la réponse pour l'instant. Nous aurions plutôt tendance à dire que le global. Ces 50 000 € sont-ils pour l'exercice de survenance de l'aléa ou pour N et N+1 et en double seuil? Nous attendons les précisions de l'administration aussi sur ces sujets. Il faut aussi noter que cette aide est soumise au plafond des aides de minimis. La deuxième amélioration du dispositif concerne les provisions pour vaches. La déduction extra-comptable proposée dans la loi de finances pour 2024 n'a pas rencontré de succès car trop contraignante et uniquement un report fiscal au final. Le dispositif est maintenant aménagé et devient une provision comptable déductible fiscalement et socialement, toujours de 15 000 € maximum. Le fonctionnement est maintenant sur la valeur globale, sans individualisation. Cependant, le dispositif prévoit une minoration pour les exploitants n'ayant pas une contractualisation Egalim progressive. La bonne nouvelle, c'est que la reprise de provision qui doit toujours avoir lieu au plus tard à la clôture du 6e exercice peut maintenant être exonérée si, lors de cet exercice, le stock est maintenu ou supérieur. Cette mesure serait applicable aux clôtures 2024, même si le texte dit pour l'instant 2025. On va maintenant passer sur les crédits d'impôt. On a le maintien du crédit d'impôt HVE pour 2025 et il est toujours accessible une seule fois par entreprise. Le crédit d'impôt remplacement, avec un maximum de 17 jours, est lui aussi maintenu et prorogé jusqu'en 2027. Le taux varie entre 60 et 80 % selon le type de remplacement, maladie, congé, etc. Le crédit d'impôt formation est lui supprimé. Les dispositifs d'exonération de plus-value sont aménagés pour favoriser la transmission. Le premier, l'article 151 septies pour l'exonération des petites entreprises, voit son plafond majoré à 450 000 € au lieu de 350 si la cession a lieu au profit d'un JA aidé. Ce dispositif est applicable pour les cessions réalisées au cours des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 uniquement. Pour l'article 238 quindesties, réservé à la cession d'une branche complète d'activité, les seuils passent de 500 000 € et 1 million à 700 000 € et 1,2 million si au profit d'un jeune agriculteur aidé également. Pour l'exonération des barres à la retraite, l'exonération est maintenant possible sur une cession échelonnée sur 6 ans au maximum au profit d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs aidés pour une première cession réalisée à compter du 1er janvier 2025. Pour l'article 150 ODTER, qui concerne les plus-values sur les parts de dirigeants de sociétés à l'impôt sur les sociétés, lors du départ en retraite, l'abattement potentiel passe lui de 500 000 € à 600 000 € si cette cession a lieu au profit d'un jeune agriculteur aidé, avec une cession échelonnée aussi possible sur 6 ans. Un autre point d'attention dans cette loi de finances porte sur la transmission des terres. Le plafond de l'exonération de 75 % des droits de succession sur les parts de GFA et de biens ruraux est relevé de 300 000 € antérieurement à 600 000 € et passe à 20 millions, et oui, bien 20 millions, avec un engagement de maintien de 18 ans. Cette modification est applicable pour les baux signés après le 1er janvier 2025. Cette mesure, très favorable, interroge tout de même, car est-ce qu'un GFA doit re-signer tous ses baux? Ou c'est applicable au renouvellement des baux également? Ou que sur des nouveaux baux non existants avant le 1er janvier 2025, on attend là aussi les précisions de l'administration pour en savoir plus. Un autre point, l'exonération des taxes foncières. Le seuil d'exonération des taxes foncières non bâties est lui aussi augmenté et passe de 20 % à 30 %, la différence devant bénéficier aux fermiers. Je vous ai joint les formules de calcul sous un exemple afin que vous puissiez faire vos calculs et le coefficient multiplicateur passe lui de 1,25 à 1,43. En ce qui concerne la taxation du fioul, la progressivité de la taxation a été abandonnée
suite aux manifestations et reste à 3,86 € de l'hectolitre. Pour les avances TIPP que vous avez reçues en 2024, elles sont soit à imputer sur le solde à recevoir s'il y a lieu lorsque vous ferez votre demande de remboursement sur Chorus Pro, soit à rembourser sur la déclaration de TVA avant le 31 décembre 2025 si vous avez un trop-perçu. Je vous remercie tous pour votre écoute. On reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions sur la loi de finances et sur d'autres sujets, bien sûr. Et on reviendra vers vous si nous avons de nouvelles précisions. Merci.